Bonjour, Monsieur Denis Vaugeois. Nous sommes le vendredi 23 mars 2018. Je vous remercie d'avoir accepté de donner à la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs votre témoignage d'acteur des relations France-Québec, notamment dans les années 1960, 1970 et 1980. Je m'appelle Robert Trudel et je travaille à la Commission depuis quelques années. D'entrée de jeu, voici la question que je voulais vous poser pour lancer l'entrevue. Comment avez-vous établi votre premier lien avec la France? Oh là là. Mon premier lien, euh, mon premier lien, c'est dans les documents. Évidemment, c'est mon métier, mon premier métier, c'est l'histoire. Donc, je suis dans l'histoire de la Nouvelle-France, l'histoire de la France. Je suis en France. Hein. Alors, une anecdote tout de suite là-dessus. J'étais à Paris quand Jacques Lacourcière a fait son premier voyage en France. J'étais allé l'accueillir à l'aéroport. Et là, on est rentré dans Paris. Puis il y avait Pierre Gravel, un autre de l'équipe, qui était déjà à Paris. Donc, depuis un certain temps, moi, c'était mon deuxième voyage. Donc, on rentre dans Paris. Bien, pendant tout notre trajet dans Paris, celui qui nous expliquait ce qu'on voyait, c'était Jacques Lacourcière et c'était son premier voyage. Hein? Donc, c'était l'historien qui reconnaissait les lieux. Donc, pour moi, c'est la même chose. Je connaissais Paris avant d'y être allé. Ah, d'accord. Hein? Et c'est inévitable. Mais mon premier contact physique, c'est en 63. D'accord. Et l'année suivante, je suis retourné. Puis après ça, je compte plus les voyages que j'ai faits. Eh bien, je vous remercie. Au cours des années 1960, pour le gouvernement du Québec, les relations internationales avec la France se caractérisent par plusieurs événements importants que je vais mentionner. Je pense que c'est utile de les avoir à l'esprit. Il y a le voyage officiel du président de la République française, Charles de Gaulle, en avril 1960, où il vient à Ottawa, Québec, Montréal et Toronto. Et Québec et Montréal, c'est très important. Il y a l'ouverture de la délégation générale du Québec à Paris en octobre 1961, suivi quelques années plus tard de la signature des premières ententes en culture et en éducation avec la France en 1965. Il y a bien sûr l'énoncé le 12 avril 1965 de la doctrine Gérin-Lajoie sur le prolongement externe des compétences internes du Québec. Il y a la création en avril 1967 du ministère des Affaires intergouvernementales. Bien sûr, le grand voyage officiel du président français Charles de Gaulle en juillet 1967. Les accords Perfit-Johnson de septembre 1967, sans oublier, bien sûr, la création de l'Office franco-québécois pour la jeunesse en 1968. Vous m'avez déjà mentionné que vous n'aviez pas de souvenirs très précis du voyage du président Charles de Gaulle en avril 60, ni de l'ouverture de la délégation du Québec à Paris en octobre 61. Mais en 65, alors que vous êtes directeur de la division de l'histoire à la Direction générale des programmes et des examens au ministère de l'Éducation du Québec, sont signées des ententes très importantes en ce qui concerne l'éducation et la culture. À ce moment-là, comment êtes-vous influencé par ces ententes signées en 1965? Bien, il faut dire qu'on on suit ce qui se passe dans le monde. C'est d'ailleurs ce qui caractérise cette époque-là, c'est on vit un phénomène d'ouverture au monde. Il y a des choses très nouvelles qu'on ne peut pas penser aujourd'hui. Par exemple, aller à Paris avant 1960, c'était encore tout un voyage. Beaucoup le faisaient en bateau. Et quand on le faisait en avion, c'était encore comme en bateau. Ça pouvait prendre facilement 15 heures. C'est en 59-60 que tout d'un coup, on peut traverser à peu près dans le même laps de temps qu'aujourd'hui. Donc, pour le voyage de Gaulle en 60 ou 61, 60. ça, honnêtement, j'ai pas de souvenir. Mais je l'ai découvert récemment, grâce à vous d'ailleurs. Et bon, alors, c'est intéressant de le rappeler. Mais pour la suite, l'ouverture de la délégation, ben, on lit les nouvelles, on voit ça. Mais il faut dire que la France, pour nous autres, c'est aussi la décolonisation.
Et c'est beaucoup ça qu'on surveille. Ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe à Cuba, nous touche personnellement. D'ailleurs, on a plusieurs d'entre nous qui faisons déjà leur voyage à Cuba, puis certains reviennent comme membres du FLQ. C'est ça qu'on vit là. On vit les débuts de l'indépendantisme et le phénomène de la décolonisation. Au moment des accords de 65, je suis encore professeur d'école normale. Et je m'en souviens très bien parce que c'est très important même pour moi. Tel qu'on entend les possibilités de faire des stages en France, je suis de ceux qui font application. Et au début de 65, d'ailleurs, j'ai des problèmes avec les dates parce qu'il me semble que ça coïncide quasiment. On dirait que Gérin Lajoie, déjà, nous invite à aller faire des stages en France avant même que les accords soient signés. Il faudrait que je vérifie. J'ai retrouvé la lettre de Gérin Lajoie. Alors, mais il reste que c'est très, très près dans le temps. Et là, on m'offre un stage en France comme professeur. Et on est 2 ou 3 de mon école normale à avoir été choisis. Et effectivement, normalement, j'aurais dû, pour le mois de septembre 65, partir pour Besançon, alors que je suis parti pour Québec. Parce qu'entre-temps, il y a un concours, on m'a invité à me présenter à un concours, et j'ai été recruté pour le poste de division d'histoire. Donc, j'ai renoncé à Besançon. Mais j'ai renoncé momentanément, parce que je l'avais encore dans la tête. D'accord, d'accord. Il faut dire que j'ai arrêté professeur dans une école normale de jeunes filles. Alors, je le regrette encore, hein? Je vois, je vois. Mais que représente, vous l'avez déjà mentionné il y a quelques instants, que représente pour vous, jeunes fonctionnaires, ces ententes en éducation et en culture avec la France? Est-ce que vous y voyez à ce moment-là le début d'une coopération élaborée avec la France ou tout simplement des ententes ponctuelles sans lendemain? Qu'est-ce que ça représentait pour vous et pour vos camarades, vos connaissances, vos amis à l'époque, le fait qu'il y ait des ententes en culture et en éducation qui permettent notamment à plusieurs jeunes Québécois de se rendre en France? Qu'est-ce que ça signifiait pour vous? Ah ben c'est l'ouverture. Écoute, on se pose pas trop ce genre de questions-là. Pour nous autres, la possibilité est là d'aller faire des stages, et puis ça nous intéresse. Écoute, on est en pleine effervescence, là. On bouge beaucoup, tout nous intéresse. La Révolution tranquille, c'est pas juste quelque chose d'abstrait, là, c'est notre réalité. Donc, tout nous intéresse et on a le goût de voyager, et on voyage vraiment beaucoup. Nous autres, on fait le journal Boréal Express à l'époque. Donc, durant l'été, on disparaît, on s'en va en France, on s'en va dans les archives, etc. Donc, pour nous autres, on ne pense pas à beaucoup plus loin qu'une opportunité d'un complément de formation, d'ouverture. Et on lit ces auteurs-là, on les connaît. Là, on va les côtoyer. La pédagogie, c'est pas. Il y a des grands pédagogues français qu'on étudie, qu'on admire, beaucoup de philosophes français. Merleau-Ponty, il y a des noms qui me reviennent comme ça. C'est notre littérature. Et donc là, on va être plus près. Hein? On va être en contact. Alors, donc, on ne pense pas politique, là. Ben, on pense toujours politique, en fait. Mais pour les accords, là, pour nous autres, ça démarre. Ça démarre. Et pour l'ouverture de Gérin Lajoie, il faut dire que Gérin Lajoie, de façon générale, était un petit peu en avance sur son parti. Hein? Par exemple, Prolongement international, c'était un petit peu en avance. Il y avait, comment il appelait ça, un statut particulier pour le Québec. Il a amené cette idée-là assez rapidement. C'est un homme qui avait des idées et ça nous plaisait bien. Ce qui ne nous plaisait pas, c'était le ministère de l'Éducation. Ah bon? Ah d'accord. Mais Général Lajoie, c'était correct. Je vois, je vois. Donc, justement, alors que vous êtes au ministère de l'Éducation, est créé le 14 avril 67 le ministère des Affaires intergouvernementales du Québec. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez perçu la création de ce ministère? Parce qu'à l'époque, et même par la suite, bien sûr, beaucoup d'éléments de coopération internationale sont dans le domaine de l'éducation. L'éducation étant, bien sûr, centrale pour nous et pour nos relations internationales à cette époque-là et encore maintenant. Et donc, comment vous avez perçu la création du ministère des Affaires intergouvernementales qui a été voulu par le premier ministre Daniel Johnson, donc création le 14 avril 1967? Ben,
Je ne peux pas répondre de façon précise. Ce n'était pas un événement extraordinaire, sauf que le ministère des Relations fédérales provinciales, on passait à une autre dimension. On jouait sur les mots. On a posé faire un ministère des Relations internationales. On a fait un ministère des Relations intergouvernementales. On était toujours en train de marcher sur les œufs. Puis nous autres, ça nous fatiguait, ça, parce qu'on voulait les choses plus claires que ça. Mais il reste que c'était un pas dans la bonne direction. Mais on ne peut pas reprocher à Daniel Johnson de ne pas avoir marché dans la bonne direction. Parce que si on se remet dans le contexte d'époque, beaucoup de gestes de Daniel Johnson étaient des gestes audacieux. Et puisqu'on va parler de coopération franco-québécoise, c'est clair que c'est lui, le géniteur, Saint-Gérin-la-Joie, en un sens. Il n'est pas le seul, là, mais lui a fait une part importante. Mais l'arrivée de l'Union nationale au pouvoir, ça va être un accélérateur. Alors, on ramène toujours la Révolution tranquille entre 60 et 66. Alors, pour moi, il y a un sacré élan qui est donné à partir de 66. Et d'ailleurs, je vais ajouter que les grands moments des relations internationales du Québec, c'est même à partir de 66, c'est sous l'Union nationale, puis ça va être sous les libéraux. Curieusement, là, on pense toujours que ça pourrait être le PQ, là. Non, le PQ a plutôt nui à beaucoup d'élan qui avait été entrepris. Et, tandis que, donc, la période sur laquelle on est actuellement, c'est les affaires intergouvernementales, ça fracasse rien. Pour l'instant, c'est un signal, mais c'est un signal qui est intéressant. On dit, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer? Mais avec Daniel Johnson, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un petit coup d'audace et on sent qu'il va se passer quelque chose. Non, mais justement, ce ministère des Affaires intergouvernementales deviendra, comme vous l'avez mentionné, le ministère des Relations internationales plusieurs années plus tard. Donc, il y a le 14 avril 67 la formation du ministère des Affaires intergouvernementales et quelques mois à peine plus tard, il y a le fameux voyage officiel du président de la République française, Charles de Gaulle, en juillet 67. J'apprécierais que vous entendre sur les dimensions qui vous interpellent le plus dans ce voyage et sur les leçons que nous pouvons en tirer. Quelle est la première dimension qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au voyage du général de Gaulle en juillet 67? Oh ben, écoute, d'abord, je pense que j'étais prisonnier. C'est le jour où il a lancé son cri à Montréal. J'étais dans mon bureau de fonctionnaire en train de terminer un document très important, mais j'ai daté mon document, c'était le 26 juillet. C'était le 24 juillet. 24 juillet, alors mon document était daté, à la fin de lire mon document, c'est en ce 24 juillet 1967. Alors, ce document-là, c'est un document officiel du ministère de l'Éducation. Toute la journée, je terminais mon document, puis j'écoutais la radio, puis on voyait bien le crescendo dans les discours. C'était inespéré. C'était beau. Puis quand j'ai des moments libres, je revois le film de la BREC. Je me tanne pas. D'ailleurs, ils en ont sorti un nouveau, là. Oui, Ils ont sorti des boulamites. Alors, j'ai été autant de plaisir à le regarder. Écoute, c'était un très, très grand moment. Mais il faut dire que j'étais dans un environnement qui faisait que je n'étais pas sous l'effet de la totale surprise. Vive le Québec libre, on ne peut pas le prévoir. On ne sait pas trop si M. de Gaulle l'avait lui-même prévu. Je pense que oui. Mais il reste que moi, je connaissais les gens qui l'entouraient. Et je savais qu'il se préparait quelque chose. Comme dans le suivi du voyage de Gaulle, j'ai été très près de ces acteurs-là. Alors, je n'allais pas de surprise en surprise, là. Mais ce jour-là, c'est probablement le moment de plus grande émotion que j'ai pu vivre, même malgré la victoire du PQ, par exemple, en 1976, qui était un beau moment. Pour moi, le cri de Gaulle, c'est imbattable. Vous avez mentionné que vous connaissiez des membres de l'entourage de Charles de Gaulle. De Charles de Gaulle, oui, OK. Okay. Du président de la République, oui. De Charles de Gaulle. Oui, oui. Et à qui faites-vous référence à ce moment-là? Bien, principalement à Philippe Rossillon, que je connaissais personnellement. Mon deuxième voyage en France, j'avais été en contact avec lui par Pierre Gravel. Et Philippe nous avait prêté sa voiture pour faire une expédition de recherche à Bordeaux. J'étais allé après ça toujours avec sa voiture en Suisse, etc. Donc, il était comme ça. Il était extrêmement généreux.
Et quand il venait ici, d'ailleurs, il ne se gênait pas pour prendre ma voiture et coucher chez nous. Mais c'était donc un ami. Et il était super actif. D'ailleurs, quand il venait au Québec, lui, tous les ministres étaient prêts à le recevoir dans les heures qui suivaient. Il était extrêmement attendu et populaire. D'abord, il avait une faconde extraordinaire. Alors, c'est un type, donc, qui, qui nous annonçait un peu ce qui se préparait. Parce que le voyage de De Gaulle n'était pas improvisé et très planifié. Et l'inséparable ami de Philippe Rossillon, c'était Bernard Dorin. Alors, les deux ensemble, je connaissais moins Dorin. J'ai appris à le connaître par la suite. Mais à ce moment-là, c'était vraiment Rossillon. Et Rossillon aurait dû normalement être du voyage de De Gaulle. Mais les gens se méfiaient de ce voyage-là. Ils voyaient bien les préparatifs. Et on s'est arrangé à la dernière minute pour que Rossillon manque son avion ou manque le bateau. Il n'était pas du voyage de De Gaulle. Mais je pense qu'il en avait profité pour aller chez les Acadiens à ce moment-là. Ah, d'accord. Mais tout de suite après, là, il est réapparu dans le décor. Et là, on y reviendra avec vos questions, mais pas préparer Perfect Johnson. C'est clair que Rossillon n'est pas loin. Ah, d'accord. Mais pour rester au voyage de juillet 67, euh, que- quelle perception avez-vous des préparatifs qui ont été faits à ce voyage-là? Vous y avez fait allusion. Le premier ministre Daniel Johnson se rend en France avant le voyage de juillet. Il est reçu, bien sûr, par le président de la République française, Charles de Gaulle. Donc, le Québec accorde un soin tout particulier à la venue de Charles de Gaulle, qui est invité d'ailleurs officiellement par le premier ministre du Québec, Daniel Johnson lui-même. Euh, Est-ce que vous croyez que du côté du Québec, ce qui devait être fait avant le voyage a été fait? C'est compliqué, ça. Dès la création du ministère des Affaires intergouvernementales, les fonctionnaires avaient. Je n'ai pas vu ça de près, là. Je raconte d'après ce que j'ai entendu. Les fonctionnaires avaient décidé de préparer un grand moment, un nouvel accord de coopération. Ah, C'est ça qui était dans l'air, pour aller plus loin que les accords de 65. Et là, c'était un gros branle-bas presque de combat. Et là, on avait vraiment, on avait fait une enquête dans tous les ministères pour savoir quel sujet de coopération les intéressait. On a monté un énorme dossier et avec lequel, d'ailleurs, Johnson est parti pour Paris pour signer le super accord de coopération. Et on raconte que M. Johnson a finalement dit non, non, j'aime mieux organiser des échanges ponctuels et puis des échanges d'ingénieurs, etc. Et puis on va aller directement à l'action. La vérité, probablement, c'est que ça s'est su et le fédéral n'était pas capable de prendre ça. Et là-dessus, Johnson a reculé. Johnson a reculé, il a dit au général, vous viendrez nous voir. Mais le général, il n'est pas venu pour travailler un procès verbal, là. Hein? Alors, donc, il a fait ce qu'il a fait. Mais quand il est parti, là, le mot d'ordre était là. Hein? Ce qu'on avait raté hein, au printemps, avec ce super document qui essayait de ratisser à peu près toutes les possibilités de coopération avec la France et qui avait avorté, il est quand même quelque part. Et Dorin n'est pas parti de rien. Il y avait donc de la matière là, qui avait été constituée. Et puis qui a été réunie. Et après ça, les Français ont mis de leur grain de sel. Parce que dans le procès-verbal, il y a beaucoup de franco-français. Il faut le lire comme ça. Hein? C'est pas... Les Français sont tellement habitués de faire de l'aide internationale qu'ils ne peuvent pas ne pas en mettre un peu. Fait qu'il y a un petit peu un vent d'aide là-dedans. Là, bon, mais il reste quand même que c'est procès-verbal qui va arriver. Là, c'est génial. On va en reparler peut-être, là, mais il reste que pour le voyage de De Gaulle, il a mis la table. D'accord. Et justement, pour le voyage de De Gaulle lui-même, là,
À ce moment-là, vous étiez fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Ouais, Et De Gaulle arrive en bateau à Lens-au-Foulon ouais, et il y a les journées que nous connaissons ouais. bien, l'arrivée à Québec et après le chemin du roi et après l'accueil à Montréal et les discours à Montréal, parce qu'il n'a pas fait qu'un, il n'a pas fait seulement le discours à l'Hôtel de Ville, il en a fait d'autres à Terre des Hommes, à l'Expo 67, il en a fait à l'Université de Montréal. Euh, Est-ce que vous croyez que le voyage de Gaulle, au-delà du discours du balcon de l'Hôtel de Ville, a vraiment marqué l'histoire du Québec et je dirais même, en un sens, l'histoire des relations de la France et le Québec et même la place que le Québec a pu occuper par la suite dans le monde, carrément? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Il nous a vraiment mis sur la carte mondiale. Il a secoué son propre monde. Autour de lui, on s'est dit, oh, le général, bon, je ne prendrai pas le terme trop vulgaire, mais on s'est inquiété de l'état de santé mentale du général. Il y en a qui étaient vraiment estomaqués, déçus, inquiets. Puis ici, bon, on connaît les réactions. Mais moi, je pense que j'ai dit du bien tout à l'heure de Johnson, je pense que Johnson trouvait que ça allait un peu trop vite, là, hein? Puis M. Drapeau encore plus. Ouais. Donc, mais il reste que dans ses propos, dans chacun de ses discours, on sentait que c'était réfléchi, on sentait que les mots étaient pesés, on sentait une progression. Et quand à l'automne, il va faire une conférence de presse En novembre à Paris, 67, ouais. alors ça, c'est génial, parce que là, il donne un sens à tout ce qu'il a fait. Puis il dit à ceux qui sont dans lui, ben, asseyez-vous tranquillement, là, confortable sur vos chaises, puis écoutez ce que papa va vous dire. Il va vous expliquer l'histoire. Puis là, il donne un vrai cours d'histoire, puis il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il dit. La seule chose qui m'a toujours amusé, c'est qu'il ne sait pas comment nous appeler. Il ne sait pas si on est des Français canadiens ou des Canadiens français. Ça, c'est entre autres une de ses embûches, ça. Mais c'est pas grave. Oui, Mais reste que c'est révélateur, là. Il ne sait pas trop par quel bout nous prendre. T'sais. Est-ce que c'est des Français devenus Canadiens ou on est des Canadiens restés Français? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. C'est parce qu'en fait, il a toujours été comme ça, parce que en 1940, quand il fait l'appel aux Canadiens français, pour lui, c'est essentiellement des Québécois, mais il fait l'appel aux Canadiens français. Quand il vient en 1944, il parle des Canadiens français. En 1960, il fait, là encore, de très grands discours. Et il parle du Canada français, il parle d'une partie de notre peuple, et il revient en 67 aussi de la même façon. Il parle des Français du Canada par rapport aux Français de France. Et chez lui, il y a non pas une volonté, mais une perception due probablement à sa conception de l'histoire, sa conception de la France, que c'est une partie, nous sommes une partie du peuple français en Amérique et que cette partie du peuple français doit continuer à avoir des relations avec, en un sens, la mère patrie. Mais au-delà de ça, il est très conscient des réalités parce que De Gaulle, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec ses politiques, De Gaulle reconnaissait les réalités. À plusieurs reprises, d'ailleurs, il a dit, on ne fait de la politique qu'avec les réalités. On ne peut pas s'extraire des réalités. Et sur ce plan-là, est-ce que vous vous souvenez de l'effervescence, vous avez parlé de l'effervescence de la Révolution tranquille, mais de l'effervescence au moment de sa venue, l'effervescence quand il est arrivé à Québec, et la grande manifestation à la place de l'Hôtel de Ville à Québec, et par la suite son déplacement à Montréal, où il arrête dans plusieurs villages, où il y a vraiment une effervescence populaire. Est-ce que ça vous avait frappé à l'époque? Non, c'est dans le film. Ah, c'est dans le film. C'est dans le film. Moi, je suis dans un bureau enfermé. Ah, d'accord. Vous êtes là, vous faites référence au film de Labrec. Au film de Labrec, oui. D'accord. Oui, Entendu. ouais, parce que, OK. ça va pas plus loin. C'est assez. C'était Non, c'est beau. déjà beaucoup, C'était effectivement. beau. C'est déjà beaucoup. Non, autrement, non.
D'accord. Et donc, De Gaulle termine son voyage, comme nous le savons, le 26 juillet. Il repart pour Paris. Et par la suite, il y aura la grande conférence de presse de novembre 1967 à laquelle vous avez fait référence. Mais entre les deux, il y a un élément extrêmement important pour tous ceux qui s'intéressent aux relations entre la France et le Québec, et je dirais même pour les relations internationales du Québec, ce sont les fameux accords Perfit-Johnson de septembre 1967 qui ont suivi le voyage officiel du général de Gaulle, qui ont suivi de très peu en termes de semaines, c'est vraiment quelques semaines. Euh, donc, est-ce que vous maintenez le lien qu'il y a entre les projets qui avaient été envisagés en avril 67 pour signer un grand accord France-Québec au moment de la venue du général de Gaulle en juillet 67, d'une part, et d'autre part, le fait que ces accords Perfit-Johnson ont été mis au point dans un temps relativement court. Ils ont été mis au point dans un temps relativement court. Est-ce que c'est essentiellement à cause du fait que nous, au Québec, nous étions très préparés et très désireux, préparés notamment depuis les travaux là, dans divers ministères à compter d'avril 67? Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux? Ah, pour moi, oui. Pour moi, c'est sûr, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que Dorin n'a pas travaillé fort à partir du moment où on lui a donné une commande. Mais beaucoup de ces choses-là étaient dans l'air. Et comme j'ai raconté tout à l'heure que j'ai failli partir pour Besançon, puis que finalement je suis parti pour Québec, j'avais gardé le regret de ce stage que j'avais manqué. Et quand je vois Philippe à Roussillon, après le voyage de M. de Gaulle, du général de Gaulle, et là, il me dit qu'il est avec Dorin, puis il prépare la visite de Perfit. Alors là, il dit, faut qu'on ait des idées. Faut qu'on ait des idées. Et là, je suis obligé de dire ce qui est arrivé. Moi, je pensais à mon stage raté. Alors, je dis, à mon avis, il faudrait créer un organisme d'échange de professeurs. Absolument. Alors, pression de ça, c'est génial. Alors, on a mis ça dedans. Puis là, je dis, comme je voulais pas que les gars du technique soient frustrés, on va en faire un aussi pour les gens du secteur technique. Puis après ça, tant qu'hier, on va en mettre un pour la recherche scientifique. T'sais. Et ça, mon centre de développement, là, c'est le premier point du procès-verbal. C'est le premier point. Okay. C'est pas rien, là. Okay. Donc, c'est pas la première fois aujourd'hui. je plaide coupable. Ah, d'accord. Mais alors, après ça, là, avec Roussillon, c'était un feu d'artifice, hein? Fait que là, tout y passait. Tout y passait. Il oubliait à peu près rien. Puis Dorin, c'est une machine à idées aussi. Alors là, écoute, ça a donné le procès-verbal extraordinaire. Puis tant qu'à y être, ils ont mis de l'argent. On était à 5 millions. L'année prochaine, on va monter à 22. L'autre, on va monter à 28, je pense. On va monter à 40. Il y avait tout prévu. J'ai noté les montants. Là. 5 millions 67, 24 millions 68, 32 millions 69 et 40 millions 70. Écoute, c'est dans le procès-verbal. Ah, imagine. Quand M. Johnson était dans sa chambre d'hôtel en convalescence, donc il n'a pas vu passer les chiffres, mais Bertrand était là, lui. Bertrand doit se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y avait Marcel Mars qui s'énervait à côté, qui était présent avec Jean-Noël Tremblay. Alors, Marcel, lui, il n'y avait rien de trop beau. Puis Jean-Noël Tremblay était un peu excité aussi. Donc, eux autres, ils n'étaient pas pour mettre les freins. Mais il reste que, dans le procès-verbal, si on regarde comme il faut, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas décidées, qui sont annoncées. Par exemple, on ne connaît pas la contrepartie québécoise sur le plan budgétaire. Les Québécois ont demandé des visites régulières de ministres, etc. Et le procès-verbal, il dit, on va vérifier à Paris. Et on va vous revenir là-dessus, comme on dit aujourd'hui. On va vous revenir là-dessus. Hein? Mais les idées sont là. Et j'allais dire, on n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Mais il y a des choses qui n'y sont pas. Ça ne veut pas dire qu'on les a oubliées. On n'a pas pu les mettre. Parce que là, c'était de la dynamite. Par exemple, la question du satellite. Ah oui. Hein? Ça, c'est clair qu'il en était question.
Puis c'était mûr, ça, satellite franco-québécois, là. Parce qu'on a parlé, par exemple, de l'Office franco-québécois. On a un modèle pour l'Office franco-québécois. On avait un modèle aussi pour le satellite. Il était franco-allemand, le modèle. Hein? Et donc, on n'en parlera pas. On a comme ça des choses comme l'uranium. Les Français s'intéressent beaucoup à nous parce qu'on pourrait être ressource d'uranium. Il y a beaucoup d'uranium au Québec. On ne l'exploite pas parce qu'on a tout mis en Ontario parce que c'est trop stratégique. Entre nos mains, c'est vrai. Hein? C'est Chalk River. Il n'y a pas de Chalk River au Québec. Hein? Mais il y a de l'uranium. Et les Français le savent. Mais ça, on en parle entre les réunions. Mais c'est jamais dans les procès-verbaux. Une chose dont on ne parlera jamais dans les réunions et qu'on doit beaucoup à la France. Mais ça, on ne peut pas l'écrire. Apprendre à vivre. Les Français nous ont montré de la discipline dans les réunions, par exemple. D'accord. Hein? Dans les réunions, là, quand M. Bottevent s'installait, il y avait chaque côté ses conseillers, mais il n'y avait que Bottevent qui parlait. Tellement que Arthur Tremblay a pris le moule dorénavant. Mais c'est ça qu'il faut faire. Si tout le monde parle un peu en même temps, nous autres, les premières réunions, on disait, ils n'ont rien à dire. Hein? Puis celui qui parle, c'est lui qui connaît le moins les dossiers. Oui, mais il sait où il s'en va. Hein? Ça, c'est... Alors, tout ce qui tourne autour du protocole. Avant, on s'assoyait à un bout de la table. Hein? Le président à un bout de la table, puis son opposant à l'autre bout de la table. Avec les Français, on s'est appris à se mettre au centre de la table, avec de chaque côté ses conseillers, mais pas dans n'importe quel ordre. Hein? Alors, tout notre protocole qu'on maîtrise bien aujourd'hui, probablement ceux qui, en Amérique du Nord, maîtrisent le mieux le protocole, ils sont au Québec, ben, on l'a appris des Français. On avait même envoyé en stage à Paris, Méville de Chêne, pour l'apprendre. Puis encore là, M. Chapdelaine, par exemple, notre premier vrai délégué général à Paris, il arrivait des services diplomatiques canadiens, il avait... Écoute, c'était notre professeur. Je vous pourrais raconter tellement d'anecdotes, mais je vais en raconter une rapidement. En 70, je suis avec Marcel Mars et je viens de m'acheter un habit neuf qui tire sur le verre. Mais il est neuf, mon habit, là. Alors, M. Chapdelaine, il me voit arriver avec mon habit vert. Là, il dit, vous ne pourrez pas porter cet habit-là ici, là. Hein? Et quand je suis parti, je vais le dire quand même, on est parti 2-3 jours après pour la Belgique. Il me dit, Chapdelaine, il venait avec nous autres. Là, il dit, vous pourrez le mettre. Ah, je vois. Oui, c'est une... Mais retiens la question du protocole. Je te jure hein, qu'on avait beaucoup à apprendre et puis on a beaucoup appris. Ça, c'est un exemple. D'accord. En ce qui concerne toujours les accords Purfield-Johnson de septembre 1967, vous y avez déjà fait allusion, vous en avez déjà parlé. Du côté du Québec, quelle était l'équipe? Je vous pose la question parce que Marcel Mars, peu de temps avant sa mort, me disait les accords Purfield-Johnson, certes, mais il aurait pu porter un autre nom. Est-ce que qui faisait partie de l'équipe du Québec? Est-ce que vous vous en souvenez? Donner des noms précis, non, je ne suis pas capable de donner des noms précis. C'est clair que Mars s'active. Jean-Noël est là, ça c'est sûr. Vous parlez de Jean-Noël Tremblay. Oui. Dans les fonctionnaires, il y a certainement Arthur Tremblay et Claude Morin. Est-ce que Frégo est pas loin? Probablement. Pas loin Gaston Chalette. Ça, c'est dans les... Et le premier ministre, à ce moment-là, c'est M. Daniel Johnson, parce que l'accord porte son nom. Mais est-ce qu'il est hospitalisé à ce moment-là? Non, il était à l'hôtel. Il était à l'hôtel? Il était à l'hôtel, je pense qu'il était à l'hôtel Bonaventure ou un hôtel de Montréal. D'ailleurs, à l'arrivée, Père Finn va aller le saluer à sa suite, on va dire ça de même, sa suite d'hôtel, et puis il va le rencontrer une autre fois pendant son court séjour. Peut-être pour un repas, mais il est en repos. D'accord. Il est en repos. Il n'est pas présent pour les rencontres. D'accord. Et les rencontres ont été un petit peu... j'ai des souvenirs, hein, parce que j'y étais. C'est pas... je parlais de protocole, là. Il n'y a plus beaucoup de protocoles, là. Il y a un désordre. Pourquoi? Il y a trop de matière, il y a trop de matière. Puis Dorin, c'est un nerveux, hein. Alors, écoute, ça brasse. Alors, l'idée, c'est... on est quasiment astreint à rédiger. On est astreint à rédiger, là, alors ça presse. On n'a pas de temps.
Ça se fait en rien de temps, tout ça, là. D'accord. Il n'y a pas de grosses discussions hein, derrière chacun des points. Il ne peut pas avoir de grosses discussions, là. Hein? Les gens lâchaient des idées comme ça, mais les Français avaient leur idée derrière la tête. Il y a beaucoup de choses hein, sur le cinéma, sur les revues, sur les livres. Hein. Les Français n'en manquent pas une. Hein? Puis ils offrent des stages dans ce domaine-là, etc. Ils ont leur stratégie. Ils sont preneurs pour pas mal de choses, les Français. D'accord. Écoute, c'est normal. Ils ont un intérêt. Ils nous découvrent, là. De Gaulle a donné un coup de pouce, là. Mais là, il y a l'accélérateur, là. Ils nous découvrent. Puis là, ils ne nous laisseront pas passer. D'accord. Hein? Écoute, ils débarquent. Cette fois-ci, là, ils débarquent. Mais nous, de notre part aussi, nous avions des intérêts. Est-ce que vous considérez que nos intérêts ont été bien défendus? Ont été bien mis sur la table? Ben, moi, je vais parler pour ce que j'ai vécu. Dès le départ de M. Perfit, tout de suite, les Français annoncent une première mission. Comme Perfit est venu donner une suite au voyage de Gaulle, alors tu as donc une mission, le grand au bas, qui sont annoncés pour donner des suites au procès-verbal Perfit-Johnson. Et puis moi, entre-temps, j'étais malheureux au ministère de l'Éducation et j'avais annoncé à Arthur Tremblay que j'allais partir. Et M. Tremblay nous voyait partir les uns après les autres parce que je n'étais pas le seul malheureux. Ça ne marchait pas. Et donc, on annonçait notre départ et moi, je venais de lui annoncer. Alors, Arthur, il n'aimait pas ça. D'avoir un autre qui part, c'est un échec pour lui parce que lui, il était en situation un peu délicate. Johnson avait fait sa campagne électorale sur le dos de certains fonctionnaires, dont Arthur Tremblay. Et normalement, Arthur Tremblay, ses jours étaient comptés. Donc, mais là, ça ne marchait pas en plus dans le ministère. Donc, quand Arthur apprend que je vais partir à mon tour, il apprend, je suis dans son bureau. Et là, on lui confirme qu'au bas, le grand arrive. Arthur était comme ça. Il me regarde. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire si vous partez? Bien, je dis, je ne sais pas. Mais là, laissez-moi partir. Bien, il dit, me rendriez-vous un service avant de partir? Et il dit, j'ai 2 Français qui débarquent. Accepteriez-vous de piloter la mission? Ils sont ici pour 15 jours. Je dis, moi, c'est parfait. C'est parfait. Écoute, parfait, j'ai pas dit ça, c'est là, mais je l'ai accepté. D'accord. Donc, j'ai piloté au bas le grand. Est-ce que vous avez mentionné ces 2 noms à quelques reprises? Pouvez-vous nous rappeler leurs responsabilités brièvement? Ah ben, c'était de donner, faire un suivi à la rencontre Perfit-Johnson. D'accord. Mais qui était-il? Ben, Jean Aubat, c'était mon partenaire. Jean Aubat était directeur de l'École internationale de Sèvres. D'ailleurs, il a toujours été dans ce poste-là. Et Legrand était un inspecteur général au ministère de l'Éducation. Alors... des hauts fonctionnaires, vraiment. Il était venu chez moi une couple de fois. Puis là, j'avais averti les enfants d'être polis. Et puis, la deuxième fois qu'ils viennent, là, je dis à ma fille vieille, Marie-Hélène, Marie-France, je dis, là, tu vas t'en souvenir, là. Je dis, tu vas les reconnaître. Elle dit, oui, c'est facile. Elle dit, le grand, c'est le grand, eux au bas, c'est le bas. Mon Dieu. Alors, ça avait été extraordinaire. Et quand la mission là, on avait passé en revue à peu près tous les contenus du procès-verbal. Et là, on avait décidé de créer le Centre franco-québécois de développement pédagogique. Et là, Arthur, toujours le même Arthur, là, il dit, j'ai déjà mon directeur. Puis comme ça avait bien fonctionné avec Aubat et Legrand, il avait tout de suite convenu que j'étais le directeur pressenti. Ah, d'accord. Mais là, ça me permet justement d'aborder le Centre franco-québécois de développement pédagogique, là, dont vous êtes nommé co-directeur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en ce qui concerne ce centre, en quoi il consistait? Quelles étaient ses orientations? Bien, la première chose qu'on souhaitait, là, en bon pédagogue, c'était de confronter nos processus pédagogiques, nos méthodes d'enseignement. Il y avait beaucoup de choses qui étaient à la mode, comme l'audiovisuel, les méthodes actives, etc. Donc, de confronter là où on était avec ce que faisaient les Français. Mais concrètement, on envisageait d'échanger du matériel. Les Français, d'ailleurs, ils essayaient toujours de vendre du matériel aussi. Hein? Mais en tout cas, alors, il y avait donc faire du matériel scientifique ensemble, faire de l'ouverture pour leur ouvrage scientifique. Mais quand même, au total, c'était positif. Donc, on allait faire ensemble des choses. Et puis aussi, pour bien vérifier la réalité de l'enseignement, échanger des jeunes professeurs. On disait des jeunes. Et ça, Arthur Tremblay avait une idée que j'aimais bien. Arthur, il disait,
jusqu'à aujourd'hui, on avait dans nos collèges des professeurs qui avaient fui la France, la loi Combes. Hein? Donc, on a tous eu, à mon âge, là, des professeurs qui venaient de la France. Et là, il n'y en a plus. Les derniers sont en train de prendre leur retraite, de disparaître. Ça nous prend une nouvelle génération de gens dans nos classes qui parlent français correctement. Alors, si à tous les ans, on en fait venir 200, puis on en envoie nous 200 en France, qui vont revenir avec une langue améliorée, peut-être qu'on aura réussi quelque chose. Et c'est une des idées d'Arthur, c'était même pas la pédagogie, c'était la langue. Ah, d'accord. Et Ce ça qui est marchait. fondamental. Oui, Ça a marché. Oui, tout à fait. En 1969, 1970, vous êtes directeur de cabinet de Marcel Mars, alors ministre des Affaires intergouvernementales. Quel était alors l'état des relations entre la France et le Québec? Parce qu'il y avait eu la participation du Québec en 68 aux conférences des ministres de l'Éducation à Libreville et à Paris. Et en 68 aussi, il y avait eu la création de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, les choses étaient en effervescence. Est-ce que c'était une période particulièrement difficile compte tenu de ce que je viens de mentionner en termes de relations France-Québec et aussi compte tenu du fait que Pierre Elliott Trudeau, qui venait d'être choisi premier ministre, avait des réticences assez grandes pour les relations que nous voulions, que nous entretenions avec la France? C'est une belle époque. On ne peut pas s'imaginer ça aujourd'hui. Moi, je vais le dire, là, ils étaient malades, ces gens-là. Ils étaient malades. Ce qui se passait ici, là, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Alors, c'était des obstacles constamment. Écoute, il y a tellement de choses à raconter, là, je ne rentre pas là-dedans, mais pour eux autres, c'était invivable. Mais ici, on prenait ça une étape à la fois. Puis la France, c'était jamais trop certaine. Hein? La France, il y a plusieurs France. Hein? Donc, il y en avait en France qui... C'est un gars comme Jorgensen, on était certain de lui. Il y en avait quelques-uns comme ça, on était certains. Mais il y en avait d'autres qui avaient, comme Couve de Merville, je pense que lui était moins sûr un peu. Puis aussi, il y en a qui étaient dans la grande diplomatie, puis d'autres, on n'était pas dans ce club-là. Mais il reste que... moi, j'étais donc au Centre franco-québécois, et j'aimais ça. Écoute, un emploi idéal, compte tenu de ce que j'aimais. Et puis, je connaissais Mars un petit peu, j'avais été son patron comme responsable d'enseignement d'histoire. Alors, je l'avais bien traité comme responsable d'enseignement d'histoire. Puis, quand il arrive au ministère de l'Éducation, c'est un peu payé ma tête parce qu'il m'appelait en tant que ministre. Hein. Puis, un bon jour, il sort du bureau de Jean-Jacques Bertrand et il me croise dans l'ascenseur. Puis, Mars, il est comme ça. Hein. Il me dit « Ah, il faut que je te parle. » Avant, 2 minutes après, il ne pensait même pas à moi. Hein? Mais là, il me voit dans l'ascenseur. Il dit, « Faut que je te parle. Suis-moi. » Ça, c'est lui. Hein? Suis-moi. Alors, il me dit, je sors du bureau de Bertrand, il va me nommer ministre des Affaires intergouvernementales, ministre d'État aux Affaires intergouvernementales. J'ai besoin de toi. Ah ben, je dis, Monsieur le ministre, il dit, moi, j'aime ce que je fais. On ne touche pas à ça. Et il dit, tu t'en viens avec moi. Ouais, mais là, je dis, vous êtes Union nationale? Je dis, moi, je ne suis pas Union nationale. Il dit, ça ne demande pas ça. Et il dit, tu t'en viens, puis il dit, tu ne resteras pas trop longtemps. Et il dit, le temps de démarrer mon cabinet. Puis après ça, il dit, tu reprendras ta carrière. Mais il dit, j'ai besoin de toi. Écoute, il y avait une fixation là, il a besoin de moi. Tu organises le cabinet comme tu veux. D'ailleurs, c'est comme ça que, comme j'avais carte blanche pour organiser le cabinet, j'avais appelé Louise Baudouin à Paris. Ah, d'accord. Je la voyais quand j'allais pour mon centre franco-québécois. Alors, puis elle était une étudiante de Jean Blin, moi aussi. Alors, on avait plein de choses à se raconter. Alors là, je l'avais appelée. J'ai dit, la dernière fois que je l'avais vue, elle m'avait dit, là, je suis vraiment tanné, il faut que je rentre. Fait que je l'avais appelée. Je dit, t'étais vraiment tanné, j'ai une job pour toi. Et elle est rentrée comme ça, travailler dans le cabinet de Mars d'abord. Ah, d'accord. Mais là, j'avais toutes sortes de souvenirs à raconter. Donc, avec Mars était très, très déterminé, très décidé. Et le moindre geste qu'on posait était déjà une provocation. Et quand on avait un fonctionnaire sur un dossier, le fédéral en mettait 10. Mais on pouvait fonctionner comme ça. Et quand je pars pour Paris, je vais raconter ce bout-là, je pars pour Paris avec Mars à l'automne 69. Et donc, ça se passe bien. Les portes s'ouvrent. On est organisé, hein, sur le plan international.
Et donc, les portes s'ouvrent. Et puis, à un moment donné, là, c'est étape Bruxelles. Puis moi, j'ai organisé un comité international d'historiens et géographes de langue française pour faire ouvrir des portes par le réseau des historiens et géographes. Donc, à Bruxelles, c'est difficile d'organiser. On n'a pas de délégation, là. Alors, organiser une tournée pour Marcel Mars, c'est par le comité international qu'on a offert ouvrir les portes. Et Mars a donc été invité à l'Université libre de Bruxelles. Mon président était professeur de démographie à l'Université libre de Bruxelles. Donc, on a une salle, on était reçus. Et le Mars s'est permis de faire une allusion à égalité ou indépendance. L'ambassadeur du Canada était dans la salle. Il est parti comme une balle, rentré dans son ambassade, communiqué avec Ottawa. J'ai trouvé, il y a quelques jours, la lettre que Trudeau va envoyer à Bertrand pour se plaindre du discours de Marcel Mars. Et le plus cocasse d'affaire, c'est que le discours, c'est moi qui l'avais écrit avec Gilles Loisel, puis un peu Louise Baudouin. Sauf que Mars, il faisait toujours ça. On lui préparait les discours, puis il mettait toujours son grain de sel quelque part. Alors, le bout sur l'égalité ou l'indépendance, c'était lui, ça. Ah, d'accord. Alors, ça donnait un échange de lettres entre Trudeau et Bertrand. Bon, mais c'est pour te dire, écoute, on fait une petite allusion dans une salle à l'Université libre de Bruxelles, et le premier ministre du Canada, Trudeau, fait une lettre de 2 pages pour semoncer Bertrand en lui disant « Tu devrais surveiller ton ministre ». Et Bertrand lui répète « Mais le ministre, il a dit ce que je dis toujours moi-même ». C'était la réponse de Bertrand. Ah, magnifique, ça. C'est magnifique, à tout point de vue. Monsieur Vaugeois, en 1970, et pour une période de 4 ans, jusqu'en 1974, vous êtes directeur général des relations internationales au ministère des Affaires intergouvernementales du Québec. Est-ce que vous pouvez rappeler en quoi consistaient vos responsabilités comme directeur général et comment vous situez cette période dans l'histoire des relations internationales du Québec avec la France? D'abord, au retour de la mission là, que j'ai évoquée, qui s'était terminée à Bruxelles, tel que convenu, j'ai laissé ma place au cabinet à Jean Primeau. Et là, j'ai accepté d'aller, de devenir directeur général de la coopération avec l'extérieur. Mais c'était très embrouillé parce que M. Frégo avait été nommé commissaire général. Et Gaston Cholette avait été nommé, c'était un peu gênant de le mettre par-dessus Cholette qui avait des états de service importants, mais Cholette devient commissaire général adjoint. Puis moi, on me met directeur général de la coopération avec l'extérieur. Puis après ça, dans les ministères, il y avait aussi, dans certains ministères comme l'éducation et la culture, il y avait des services de la coopération. Puis moi, quand j'étais au ministère de l'Éducation, au Centre franco-québécois de développement pédagogique, j'étais intégré dans la direction de la coopération avec l'extérieur. Là, on me met dans cet univers-là. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dit, ah non, vous m'aimez plus. Alors, là, j'avais parlé avec M. Frégo, puis j'avais parlé avec M. Cholette, puis j'essayais de parler avec Julien Aubert, puis je sentais qu'il y avait trop de monde pour l'ouvrage à faire. Alors, et là, le bon Dieu qui m'aime, on apprend que Maurice Héroux, qui était directeur général des relations internationales, se faisait offrir un poste important par Ottawa, dans le service, il venait de là, dans le service diplomatique canadien. Alors, il a décidé d'y aller. J'ai donc eu l'héritage de Maurice Héroux, qui était très, très bien, parce que Maurice, c'était un gars, un diplomate de carrière, qui savait organiser son bureau, lui. Ah, alors, j'ai pas eu besoin d'organiser son bureau, puis son service. D'ailleurs, il avait introduit le service de Telex. C'était déjà quelque chose de phénoménal, ça. Puis avant, c'était le Bellino, là, tu sais. Telex, c'était déjà une amélioration. Donc, j'hérite du poste de Maurice Héroux, comme ça. Sauf que là, les élections arrivent. Et là, l'Union nationale perd les élections. Là, je vous ai un parcours de carrière tumultueux. Mais Gérard Lévesque avait eu l'occasion de m'observer comme dans l'opposition. Et tout de suite après l'élection, j'ai été le voir. J'ai dit, écoutez, je viens d'être nommé directeur général des relations internationales. Je pense que je me dois de vous dire que je suis prêt à partir. Il dit, tu t'en vas pas, tu restes. Et j'ai fait les 4 ans dont tu parles. C'est des très belles années pour le ministère des Affaires intergouvernementales. Moi, je l'ai dit déjà précédemment, des périodes très intenses. C'est de 66 à 70, pour toutes sortes de raisons. Puis de 70 à 74,
Là encore, écoute, on réorganise des bureaux à l'étranger. Là, je ne commencerai pas à énumérer, faire mon bilan, là, mais juste pour prendre l'exemple de New York. New York avait été créé dans les années 40. On avait oublié qu'on avait une délégation à New York. Il y a des gens là-bas qui étaient là, ils étaient fonctionnaires québécois, mais ils ne savaient même plus. Ils recevaient le chèque de paie, ça s'arrêtait là. À Londres, c'est la même chose. C'était un peu partout, sauf à Paris. Mais à Paris même, il fallait réorganiser. Parce que chaque ministère avait pris pied en France. Mais c'était, le tourisme était un endroit, l'immigration était un endroit, la culture était à la rue du Bac, etc. Tout le monde était disséminé dans Paris. Donc, on a vraiment réorganisé nos services à l'étranger et de façon très efficace avec l'appui de M. Bourassa, l'appui des ministres concernés, l'appui de Gérard Delévesque. C'est une période glorieuse. Et on réorganise et on ouvre. On ouvre des nouveaux bureaux. On ouvre Bruxelles, entre autres. On réorganise Milan. On ouvre Düsseldorf, etc. Moi, je suis très fier de cette période-là. J'ai une toute petite équipe, mais qui fonctionne très bien. Romuald Méville-Deschênes, malgré son caractère bizarre, est un merveilleux chef du protocole. M. Bourassa a confiance en lui et il nous appuie. Et même si on est réputé être des péquistes ou des indépendantistes, il voit bien ce qui se passe avec Ottawa. Puis finalement, il est de notre côté. Jamais, jamais de bâton dans les roues. En décembre 1974, sont signés les fameux accords Bourassa-Chirac. Est-ce que vous considérez que ces accords illustrent en un sens l'aboutissement de cette période 70-74? Parce que les accords Bourassa-Chirac, quand on les relit, ce que j'ai eu l'occasion de faire récemment, sont aussi de grande ampleur. Hein. Ils touchent beaucoup de secteurs, le secteur économique, bien sûr, le secteur culturel, le secteur linguistique, de façon très approfondie. Est-ce que pour vous, ces accords sont dans les années 70 des espèces d'accords phares ou des accords de grande importance? Écoute, d'abord, ça s'est fait alors que moi, j'ai eu des difficultés de carrière en 74. Après l'élection de 73, c'était pas facile parce qu'il y en avait plusieurs fonctionnaires du ministère qui s'étaient présentés comme candidats péquistes. C'était pas... Donc, en commencer par Claude Morin et puis Jean Taillon et quelques autres. Alors, Yves Michaud, c'est vraiment... Puis alors, on faisait l'objet de dénonciations constantes, là. Puis il avait fait élire 102 députés libéraux. Alors, c'était pas facile. Quand ces ententes-là, Chirac-Bourassa, se font, d'après mon souvenir, ça se fait à Paris. Tout à fait. Tout à fait. Le ministère était même pas tellement dans le coup, d'après moi. Le ministère n'était pas tellement dans le coup. Et mon souvenir, c'est que ça ne donnera pas les résultats qu'on espérait. C'était très axé sur la question linguistique. Et donc, tu sais, demander à des ingénieurs d'aller faire un tour en France dans un milieu francophone pour apprendre à travailler en français dans leur propre milieu de travail, c'est une bien bonne idée. Mais c'est pas si simple que ça. Et puis, il y avait toutes sortes de choses d'accompagnement, là, pour comme des centres de documentation pour ouvrir aux Français, puis donner accès à des banques francophones. C'est des bonnes idées. Mais en tout cas, j'ai pas vu les résultats de ça. J'ai pas vu les résultats de ça. D'accord. De 1970... Mais je dois dire que comme j'avais quitté mes fonctions, M. l'évêque Gérardier, donc, il ne voulait pas que je parte. Je ne suis pas parti tout de suite, mais quand je suis vraiment parti, il m'a rattrapé d'une certaine façon en me faisant nommer chargé de mission pour l'AGDI. Ah, d'accord. Alors, pendant 2 ans, je suis ou bien au Pérou, ou bien au Maroc. Donc, ce qui a pu se passer pour Chirac-Bourassa, ben, je n'étais même pas présent physiquement au Québec. Les bribes que j'avais, ben, c'est dans le sens de ce que je t'ai dit tout à l'heure. D'accord. Mais il y avait néanmoins de grandes ambitions dans ces accords-là. C'était assez net. Il y avait beaucoup de... Je le vois dans tes yeux. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ah, tout ouais. à fait. Donc, vous avez fait référence au travail que vous avez fait à l'AGDI. Vous êtes également envoyé, je pense, à l'Agence de coopération culturelle et technique également. À ce moment-là, est-ce que les relations entre le Québec et la France
sont nuisibles, entre guillemets, à l'action que le Québec a au sein des organisations internationales, au sein de l'Agence de coopération culturelle et technique, ou est-ce qu'ils sont bénéfiques? Autrement dit, comment les autres nous voient venir? Est-ce qu'ils nous voient venir, est-ce que les autres partenaires voient venir le Québec comme étant un peu à la remorque de la France, ou est-ce que le fait d'avoir des relations directes avec la France, ça nous permet de mieux agir au sein des organisations internationales? Non, indéniablement, les Français nous aident. D'abord, ils nous aident à tous égards. J'ai parlé précédemment des questions de protocole, mais le protocole, ça englobe plein de choses, hein. Et je me rappelle, entre autres, l'Organisation internationale du travail, on voulait faire partie de la délégation canadienne. Il fallait toujours se disputer pour avoir notre rang. Puis le domaine du travail, c'est un domaine de compétences partagées. Donc, on ne voulait pas nous donner le statut qu'on voulait. Et là, on parlait aux Français. On parlait aux Français pour qu'ils nous fassent une ouverture le moment venu, pour qu'ils nous donnent comme la parole, comprends-tu? Et les Français, il y avait toujours des Français qui jouaient le jeu avec nous autres. Mais dans ce cas-là, je l'évoque celui-là parce que quand j'ai vu que j'avais de la résistance à Ottawa, c'était ça tout le temps. Là, la journée longue, là, les samedis soirs, là, le dimanche, j'étais tout le temps en train de discuter, de négocier un rang, une place, etc. Donc là, on me résiste pour cette réunion à Genève. Et là, je décide de laisser tomber. Puis là, je dis aux gens qui doivent partir, vous serez des observateurs, vous prendrez les derniers sièges dans la salle, là, cachez-vous. Hein? Vous allez y aller parce que ça nous concerne, on va être au courant. Mais cachez-vous. Officiellement, vous n'avez pas de statut. Ça commence les réunions. On met en accusation le Canada pour avoir emprisonné 3 leaders syndicaux. C'est la fameuse, je me souviens de ça. Alors, j'en reçois un telex de Genève, du directeur de la délégation canadienne, qui dit « Qu'est-ce qu'on répond? » J'ai dit à Gérard Delévesque, j'ai dit « Est-ce que je peux marquer? Débrouillez-vous. » Gérard dit « Vous avez voulu? Courez là. » Mais je vais revenir à ta question plus générale. Là où il fallait qu'on mange nos croûtes nous-mêmes, c'était à l'Agence de coopération. Parce qu'on avait pris quand même pas mal de place avec Jean-Marc Léger à l'Agence de coopération. On avait pas mal de monde là, chez les cadres et tout. Normalement, on était capable de prendre notre place. Notre problème, c'était le statut. On a eu beaucoup de difficultés à de donner un sens à gouvernement participant. Parce que j'ai retrouvé mes documents, là, jusqu'à la dernière minute, on voulait qu'on soit des suppléants. Hein? Mais il reste que j'allais là, moi, comme j'étais délégué avec Michaud, donc on était 2 pour appuyer les 2 délégués du Canada, c'était Bissonnette et Roquet. Mais Michaud était merveilleux dans ces réunions-là. Michaud était d'une éloquence parfaite. Les Africains tombaient en pamoison quand Michaud commençait à parler. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a fait voter un accord pour recevoir les Jeux de la francophonie. Parce que le fédéral ne voulait pas. Le fédéral ne voulait pas. Il avait peur de ça. Et ce qui n'était pas accepté, c'est que les Jeux se fassent un petit peu à Ottawa, un petit peu à Toronto, un petit peu au Nouveau-Brunswick, un petit peu partout, puis peut-être un petit peu à Montréal, puis peut-être à Québec pour 24 heures. Là. Alors nous autres, on a obtenu, puis j'ai retrouvé mon fameux Telex, là, donc invité officiellement les membres de l'agence à venir célébrer les Jeux de la francophonie à Québec. Ce que nous avons appelé la Super Francofête. La Super Francofête. D'accord. Et les fédéraux avaient vraiment peur de ça. Et M. Bourassa s'était laissé convaincre que ça pouvait être un moment d'émotion tellement grand que ça pouvait mobiliser la jeunesse, ça pouvait mobiliser la population, ça pouvait marcher très fort. Et moi, je pense que s'il a dévancé ces élections en 1973, c'est une des raisons. Il y avait le contexte économique qui craignait, mais aussi il se disait, faire mes élections après la Super Francofête, on ne sait pas. Et effectivement, la Super Francofête, c'était un énorme succès qu'on a oublié. Et moi, je pense que ça a pavé la voie à l'élection de novembre 1976. Ah, d'accord. Mais nous y arrivons à l'élection de novembre 1976. Je savais. Le 15 novembre 1976, vous êtes élu député de l'Assemblée nationale et le Parti québécois est appelé à former le gouvernement avec René Lévesque.
Quel était à ce moment-là, à votre avis, l'état des relations entre le Québec et la France? Le 15 novembre 1976, là, quand vous arrivez aux affaires, là, si vous aviez à porter un jugement global, une évaluation globale, là, quel était l'état de ces relations? Ben, je pense que la France s'était jamais remis tout à fait du choc du cri du général de Gaulle. Et donc, ils étaient divisés. Et, je pense à M. Mitterrand en particulier. Euh, alors, nous autres, on arrive au pouvoir. Alors là, je pense c'est comme nous autres, ils l'ont pas vu venir. Ils l'ont pas vu venir. Alors, quel sens faut donner à cette victoire-là? Est-ce que c'est vraiment une victoire des indépendantistes? Hein? Parce que, la première mission qu'on fait, je suis avec Claude Morin, c'est de les rassurer, les rassurer, c'est de leur dire oui, 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 on n'a pas changé d'idée. C'est vrai qu'on s'est fait élire comme un bon gouvernement, mais un bon gouvernement qui a une option encore qui est toujours la même. Et il était nécessaire qu'on leur dise. Mais à ce moment-là, comment vos interlocuteurs français réagissaient-ils quand vous leur disiez ce que vous venez de dire? Il faudrait demander ça à Claude Morin. Moi, je pense que faudrait demander à Claude Morin parce que quand ça vient dans les réunions, ça, il y a toujours deux niveaux. Il y a des réunions, après ça, il y a des entretiens tête à tête là, de ministre à ministre auxquels je n'assistais pas. Donc, je D'accord. pourrais pas. Mais, je pense qu'encore là, il y a des. Tous les ministres sont pas au même point. Il y en a qui sont indépendantistes, d'ailleurs, je pense que Michel Rocard, par exemple, est un ardent. Il y en a d'autres comme ça. Mais je pense que c'est Perfit qui va le dire à un moment donné dans sa formule allez aussi loin que possible, puis on sera là Ah, pour vous d'accord. accompagner. OK. Hein? Mhm, d'accord. Euh, Vous êtes ministre des Affaires culturelles de février 1978 à avril 1981 et vous entreprenez plusieurs chantiers, dont le développement de tout le circuit du livre par la consolidation et la création de bibliothèques et de librairies. Compte tenu de l'importance du livre en France et au Québec aussi, et particulièrement au Québec du livre écrit en français, quelle relation le ministère des Affaires culturelles, dont vous étiez ministre, entretient-il alors avec le ministère français qui est votre homologue? Comment les choses se passent-elles? Ben, en fait, le ministère français, il n'est pas très présent. Ce sont les entreprises françaises qui sont très présentes, qui ont un lobby extraordinaire au Quai d'Orsay ou à Maquillon, je ne sais pas, mais ils sont vraiment très, très présents et c'est très important pour le gouvernement français. Le rayonnement de la France par ses auteurs, par ses livres, etc. Alors, depuis les années 60, quand on revient sur le dossier du livre, ça bloque toujours à une étape, c'est la propriété. Les Français tiennent beaucoup à garder le privilège d'avoir une participation dans une entreprise, même si elle reçoit l'aide de l'État. En fait, il y a toujours la notion d'agrément. Alors, pour être agréé, avec François Cloutier, par exemple, ça commence avec 80 de propriété québécoise pour être agréé. Il y a trois arrêtés ministériels en 6 semaines. On passe de 80 à 60 et on descend à 50. C'est clair qu'à chaque fois, il y a une intervention de Français et qui font baisser le pourcentage. Et la grosse différence, quand je vais arriver là, puis je m'appuie en fait sur le sommet sur l'industrie du livre, les participants tels que Jacques Godbout et en tout cas, il y en a celui de Jacques Fortin, eux autres vont faire une proposition au sommet de 100 de propriété québécoise. Alors là, je me suis accroché à ça. Et là, les Français ont tout fait pour empêcher le 100 de passer. Et en passant, là, j'ai pu développer tout le reste. La loi du livre a pu se mettre en place, le plan de développement des bibliothèques publiques. Et quand ça a été fini, les Français qui m'avaient fait la guerre, tu ne peux pas t'imaginer. Hein? Mais les Français, après m'avoir fait la guerre, ils regardent aller les choses. Et on avait donné un élan incroyable au monde du livre. On avait donné on a multiplié les bibliothèques à l'infini. On leur a donné des budgets d'acquisition. Et les Français se sont retrouvés gagnants. Tellement que le jour où je quitte la politique, un chasseur de tête qui cherche un PDG pour le CAC,
qui appartient à 50 à Hachette, que j'avais indirectement combattu. C'était pas personnel, là, mais je combattais leur position. Ils m'ont engagé comme PDG. Parce que finalement, ils avaient reconnu qu'on avait amélioré les choses avec notre action. Mais il reste que là, on voyait bien le vrai visage d'une certaine France qui avait des intérêts financiers. D'accord, à défendre, oui, effectivement. Entre les élections générales du 15 novembre 1976 et celles du 2 décembre 1985, le gouvernement de René Lévesque est aux affaires à Québec. À votre avis, avec quelques années de recul, quelles sont les étapes significatives que la France et le Québec ont franchies ensemble de 1976 à 1985? Si vous aviez à donner quelques éléments principaux, là, vous avez parlé de façon élaborée de la période 66, 70, 70, 74. Mais que s'est-il passé de 76 à 85 que nous devons retenir maintenant pour les relations entre la France et le Québec? Moi, pour me situer, je suis obligé de me situer aux délégués généraux. La période de Michaud, par exemple, de 79 à 83, probablement, je me souviens qu'il y a beaucoup de dossiers économiques qui vont débloquer. Je pense que Péchené, par exemple, c'est dans cette période-là. Donc, je pense qu'au niveau de dossiers, surtout économiques, je pense que la coopération auquel j'ai vaguement fait référence dans les années 60 et 70, ça s'est un peu essoufflé d'après moi, comme le Centre franco-québécois de développement pédagogique, là. Il n'y a pas eu un deuxième souffle. Et je pense que la plupart des organismes, même, je serais curieux de vérifier des chiffres pour le Fils franco-québécois de la jeunesse. Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un essoufflement. Mais en même temps, c'est qu'il y a quelque chose qui marche tout seul. Hein? On n'est plus les mêmes. Et je tiens à dire une chose, dans les effets de la coopération avec la France, il y a notre transformation. Le temps de dire, nous ne serons plus les mêmes. On a appris à s'habiller, on a appris à vivre, on a appris à boire du vin, hein? On a appris à manger du fromage, on a appris à le fabriquer, et ça n'arrêtera plus. On change notre mode de vie. À tous les soirs, c'est comme il y a des avions qui partent à peu près à tous les quarts d'heure pour Toronto, Montréal, Toronto, là. Il y a des bouts de temps, on n'est pas loin de ça pour Paris. Le même soir, il part des avions géants, plein de gens qui partent pour Paris, qui en ramènent, etc. C'est inouï ce qui se passe. Et ça n'arrêtera pas et ça marche seul. Ça marche seul. On a l'élan que les ententes officielles ont pu provoquer, l'élan est là et ça continue. Mais à travers cet élan-là, il y a donc des gens d'affaires qui font des affaires. Et je pense qu'on n'a pas fait ce bilan-là. Après de ça, c'est qu'au niveau ici, je parle au niveau du mode de vie, mais au niveau administratif, au niveau de l'administration, on a beaucoup d'institutions qui doivent beaucoup à la France. Si je pense qu'on a créé, mettons, la SOCIP ou la SOCIA, c'est sur des modèles français. L'ENAP, ça a donné ce que ça a donné, mais c'est sur un modèle français. Il y a beaucoup d'institutions qui ont été influencées par les Français. Même l'arrivée des coopérants dont on n'a pas parlé. Les coopérants, c'est des gens d'un très haut niveau, ça. Hein? Alors, quand ils arrivent ici, là, ils ne sont pas hautains. On va penser qu'ils auraient pas du tout. Tous les coopérants que j'ai connus, moi, c'est des gens qui prenaient leur place, qui étaient efficaces et qui, le temps de le dire, arrivaient à des hauts postes. J'en ai vu arriver à des postes de sous-ministre. Devenir devenu recteur de l'Université Laval, il faut le faire. Débarquer comme coopérant, devenir recteur d'université, ça veut dire que vis-à-vis des immigrants, on n'est pas si fermé que ça. Hein? Donc, la contribution des Français, des coopérants en particulier, de tous ceux qui sont... du côté des coopérants, je me rappelle, on avait Daniel Pulstein. Daniel Pulstein. Et il s'est ramassé. C'est un de ceux qui nous a amenés à corriger notre façon de faire les budgets. Il préconisait les budgets zéro. Avant, on additionnait tout le temps. On prenait le budget de l'année d'avant, puis on additionnait. Avec Pulstein, il a dit si on faisait le budget zéro, c'est-à-dire qu'il faut tout rejustifier. Hein? Et j'ai vérifié avec Roch-Bolduc, j'ai dit est-ce qu'on peut vraiment donner un rôle à Pulstein dans ce cas-là? Il dit oui. Et ça, c'est un exemple.
D'accord. Est-ce que les relations entre les premiers ministres, les rencontres alternées des premiers ministres qui ont commencé avec le premier ministre René Lévesque, est-ce que pour vous, ça a été une étape importante au Oui, plan politique? absolument. Absolument. C'est des temps forts, ça. C'est des temps forts. Parce que, non, écoute, merci de poser cette question. C'est clair que si M. Lévesque, comme par exemple Daniel Johnson en 67, il va aller à Paris, on fait ses valises, hein? Alors, quand ça s'institutionnalise, ces visites-là, c'est clair que la visite d'un premier ministre qui part pour la France, il ne peut pas partir les mains vides. C'est comme les échanges sur la planète, là. À un moment donné, on voit un chef d'État qui part pour tel pays, puis qui signe 78 accords en 48 heures. J'espère que le monde ne pense pas que Justin Trudeau, il s'est couru à gauche et à droite pour Trump, lui, il signe comme ça. Ouais, Mais non, mais il reste, on sait, nous autres, comme fonctionnaires, qu'il y a une préparation inouïe derrière chaque visite de tout à chef fait. d'État. Hein? Alors, quand on décide de le faire de façon institutionnelle, il ne faut pas que ça soit vide. Et c'est meublé et c'est des moments de réamorcer la pente, de donner un nouvel élan, d'aller chercher encore un petit peu de budget, etc. Écoute, pour les premiers ministres, ils sont des joueurs. Ils ne sont plus des spectateurs, Mm. là. Hein, ils sont des joueurs. Ils peuvent, comme on parlait de Bourassa Chirac, ben, Bourassa, pour lui, c'était un de ses bons coups. Hein. Ah, mais Et, il en a parlé d'ailleurs à plusieurs reprises. Pour lui, c'était très important. c'est ça. Ouais. Alors lui, il devait s'informer des fois. Ça marche-tu? Ça marche-tu ce que j'ai fait? Puis là, non, ça marche pas beaucoup. Ah bon? Alors, on va leur donner un élan. D'accord. Euh, Marcel Mars, durant les dernières années de sa vie, a insisté sur le fait que les relations France-Québec, que l'on décrit comme directes et privilégiées, exceptionnelles et audacieuses, ne font plus vraiment partie du débat politique québécois et qu'il était impérieux de redonner aux relations France-Québec toute leur place dans les débats politiques, toute leur place dans la sphère publique. Est-ce que vous partagez le vœu de Marcel Mars sur ce plan-là? Ouais, on est rendu tellement loin de ça. Non, je pense que là, on est dans un creux. On est dans un creux. Heureusement on avait appris beaucoup et qu'on avait peut-être atteint l'âge adulte et on est sur un air d'aller actuellement. Mais il reste que je ne veux pas faire référence à des gens, des personnels politiques qui sont en place, mais il reste qu'on est ailleurs. Là. On est ailleurs et il faut. Je pense on est rendu à une étape où c'est à nous à faire un bout de chemin. Reprendre le flambeau pour réamorcer des relations de telle nature avec la France. Là. Mettons nos culottes, là. Et puis, on est équipé maintenant. On est équipé. Une chose est sûre, c'est que si un jour on votait pour l'indépendance, on a besoin d'avoir des appuis, mais ce n'est pas les autres qui vont voter à notre place. Ah, ça, c'est sûr. Mais est-ce que ne croyez-vous pas que ce que vous avez très bien décrit jusqu'à maintenant, le fait qu'au moment de la Révolution tranquille, les Français nous ont apporté un appui qui nous a été très utile, qui nous a transformés. Nous avons nous-mêmes pris des décisions au Québec pour faire avancer les choses dans beaucoup de domaines. Est-ce que tout ça, quand on y pense, c'est pas un peu remis en question, ou à tout le moins relativisé par les grands courants de la mondialisation actuelle? Autrement dit, c'est que dans les années 60, quand vous avez 70 aussi, et même un peu plus tard, quand les jeunes voulaient faire une expérience étrangère, le premier pays auquel ils songeaient, c'était la France et ils se rendaient en France. Aujourd'hui, les jeunes ont le choix. Bien sûr qu'il y en a plusieurs qui vont encore en France dans le cadre de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et beaucoup de Québécois y vont pour divers fins personnels ou professionnels. Mais néanmoins, maintenant, le champ est vaste. Les jeunes peuvent faire des études universitaires, supérieures aux États-Unis, ailleurs en Europe, à part la France, dans les pays d'Amérique latine, bon, tout ça. Et c'est la même chose sur le plan économique. Les marchés québécois se sont diversifiés depuis plusieurs années.
Donc, les choses ont changé sur ce plan-là. Est-ce que la question qu'il faut se poser n'est pas tout simplement le fait que les relations France-Québec maintenant s'inscrivent dans un contexte de mondialisation qui est très vaste et comme vous dites, pour les relancer, ce qu'il faut, c'est que, selon vos analyses, c'est que l'initiative, cette fois-ci, doit venir du Québec, que nous devons mettre sur la table de nouvelles propositions, de nouvelles avenues, puisque nous avons beaucoup de choses à apporter aussi. Moi, la balle est dans notre camp. Mais il faut aller en France de temps en temps pour se rendre compte que il y a encore des avions tous les soirs qui partent pour Paris. Ah, bien sûr, bien sûr. Et puis, bien sûr. on n'a plus besoin de se présenter aux chauffeurs de taxi. Hein. En fait, tout le monde nous connaît maintenant. Ouais, tout le monde nous connaît. Tout le monde nous connaît et tout le monde nous trouve bons. On est des super vedettes en France. Si nos jeunes ne vont pas plus que ça étudier en France, c'est que sur le plan administratif, on leur fait la vie impossible. Ils ne sont pas capables. Avant, c'était le problème de la carte de séjour et de la carte d'étudiant. Oui. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de louer un appartement. Parce que le propriétaire n'arrivait pas, il n'y a pas de garantie. Puis comme maintenant, c'est de plus en plus des immeubles avec une gestion là, de grosses compagnies. C'est bloqué. Moi, je suis intervenu personnellement avec la délégation pour débloquer des dossiers de jeunes Québécois qui voulaient aller faire la spécialisation en France. Écoute, après ça, il y a 3 ou 4 ans, j'ai voulu faire venir le traité de Paris, l'original du traité de Paris. Bien, je me suis rendu compte que ici à Québec, il y a une espèce de nonchalance. Écoute, puis même au consulat, ce n'est plus ce que c'était. Je ne peux pas parler contre les derniers consuls parce que je me suis fait des amis parmi eux, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont plus le poids que leurs prédécesseurs avaient. Ah, d'accord, mais ça, c'est très important, effectivement. Oui. Et par ailleurs, à Ottawa, ben, l'ambassadeur, il en a pris du galon. Ça ne nous aide pas. Exact, oui, c'est mais, ça. Mais il reste que personne qui est capable de mettre un frein au rapprochement qu'il y a avec la France. Et c'est pour le mieux. Mais pour l'ouverture au monde, je veux quand même dire que quand j'étais aux Relations internationales, j'avais un réseau d'à peu près 1000 Québécois en Amérique latine. Déjà à ce moment-là. On est en 1973, je fais une mission à Buenos Aires puis à Santiago. Il y a plus de 40 ans. Ouais. Puis dans mes archives, je retrouve la correspondance avec ces gens-là. Puis il y en a qui font... par exemple, quand il y a eu le cas d'Allende, on a fait venir beaucoup de Chiliens ici et qui ont fait carrière ici au Québec, qui ont entretenu un peu le courant. En Afrique, on avait des Québécois partout en Afrique. C'est vrai qu'au départ, il y avait plusieurs qui étaient missionnaires, mais c'était quand même des Québécois. Exact. Puis écoute, c'est un sacré paquet. Il y a 2 grands livres de Chemin de Groux, à mon avis. Il y a Notre Grande Aventure, qui est un livre magnifique, puis Le Canada français missionnaire. Et ça aussi, c'était une réalité. Le Canada français missionnaire, c'est qu'on était partout. D'accord. Concernant les relations avec la France, est-ce qu'on peut résumer en faisant référence au premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui disait que les relations avec la France, c'est non seulement des relations de gouvernement à gouvernement, d'organisme officiel à organisme officiel, mais ce sont des relations de peuple à peuple depuis toujours, mais particulièrement depuis les années 60. Je ne répondrai pas à votre question, mais dans tout ce qui s'est passé entre la France et le Québec, il y avait comme des réseaux parallèles ou des réseaux peu glorieux. Ou des réseaux qui auraient pu être très glorieux, mais qui n'ont pas été à la hauteur de ce qui aurait pu être, comme les lieux de mémoire, par exemple. D'accord. On n'a pas assez soutenu. Et notre gouvernement actuel n'a pas à se féliciter de grand-chose. France-Québec, par exemple, c'était magique, ça. C'était magique, mais ça avait autant de potentiel, même plus de potentiel que l'Office franco-québécois. Hein? Parce que ça repose sur du bénévolat, puis des gens organisés, puis des structures d'accueil, etc. Mais ils ont quand même eu des effets extraordinaires. Et aujourd'hui, on leur a coupé les vives. Hein? Il y a plus, moi, je trouve que je suis plus sensible à... faudrait
ça nous prend un gouvernement qui y croit, puis qui va... C'est des grenailles qu'il faut, mais distribuer des grenailles pour donner des moyens à ces gens-là pour réamorcer un peu certains mouvements. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Puis ça allait, comme on dit, là, dans la France profonde. Hein? Mhm. En dehors des grands centres. Puis des gens d'influence un peu partout. Tout à fait. Tout à fait. Je vous remercie. Il y a un dernier élément que je voudrais soulever avec vous, c'est le fait que les Québécois, quand ils vont en France maintenant, dénoncent souvent que les Français négligent la langue française en France. Même si les Français parlent bien français en général, il reste que l'usage de la langue dans plusieurs milieux, il y a beaucoup d'exemples de ça, et moins présent en France même, et je ne mentionne pas Bruxelles pour la communauté européenne, pour l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que la contribution, la coopération, pardon, entre la France et le Québec peut contribuer à améliorer l'usage du français? À la fois ici et en France et en Europe. Est-ce que c'est un vecteur qui peut être intéressant? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Puis la présence française dans nos médias, puis on le voit quand on écoute la radio, la télévision, on le voit bien, hein, qu'il y en a encore plusieurs, et c'est une bénédiction. Parce qu'il y a une dégradation de la qualité de la langue. Il faudrait revenir à la théorie d'Arthur Tremblay. Là. Ça nous manquerait une nouvelle génération de Français dans des postes un peu partout, dans l'administration, dans l'enseignement, mais dans les médias. Mais il y en a. Il y en a. Puis, écoute, les gens traversent allègrement l'Atlantique. C'est tant mieux parce qu'on en a vraiment besoin. Ce qui n'empêche pas que à chaque fois qu'on va en France, on regrette la présence de l'anglais. Ils sont malades. Ils sont malades. Comme ils ont un complexe vis-à-vis de l'anglais, quand ils réussissent à attraper un mot, ils servent à toutes les 10 minutes. Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Non, je suis avec votre avis là-dessus. Tandis que nous autres, comme on en parle un peu, on le met de côté quand on arrive en France. On n'a pas besoin d'en faire l'étalage. Mais ça, c'est décourageant, hein? Et puis là, ils se forcent, là, puis ils nous sortent un mot anglais, là. C'est quoi, là? T'as pas un mot français pour ça, tu sais? Ouais. Mais moi, que tu me gênes pas. Je pense que les Québécois ne devraient pas se gêner. Non, mais en général, on ne se gêne pas beaucoup là-dessus. Il faut dire qu'il y a un président qui est en train de corriger un peu sa trajectoire, le président de la France, là. Mais en partant, c'était pas un modèle, hein? Exact, hein? Oui, tout à fait. C'est comme le nôtre, notre premier ministre. En partant, c'était pas un modèle. Ah, tout à fait. Je voudrais... Donc, je pense que là, on est en train d'avoir un nouveau premier ministre, hein? Oui, c'est ça. Exact, exact. Je terminerai en faisant état, à mon sens, d'un vœu de Charles de Gaulle qui résume très, très bien l'entrevue que vous avez accordée et je vous en remercie. C'est le toast de Charles de Gaulle à l'intention du premier ministre Jean Lesage lors de l'ouverture de la délégation du Québec à Paris le 5 octobre 1961. Charles de Gaulle disait ceci, et je crois que ça peut nous inspirer pour la suite des choses. Il s'agit cette fois non point seulement de sentiments à partager, mais bien de choses à faire ensemble. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Vaugeois, de nous avoir accordé l'entrevue. Et comme c'est le cas pour chaque entrevue, l'entrevue est non seulement captée de façon audiovisuelle, mais elle sera aussi retranscrite pour que les gens puissent en prendre également connaissance par écrit. Alors, merci beaucoup et puis je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir.